Allez, on attaque la suite. On va parler de ce que les médias, mais aussi les médias alternatifs, ne vous disent pas. Car bien souvent, eux aussi sont comme normalisés. Commençons par un exemple, Robert Kennedy Jr. Dans son livre sur Anthony Fauci, Kennedy cite un texte. Il nous parle de la biocratie, ce système où l'homme et la machine fusionnent, où l'individu n'a plus besoin de conscience car son éducation est dictée par des experts, les biocrates. Tout le monde a lu ce passage, mais presque personne ne s'est posé la question. D'où vient ce mot, biocratie? Kennedy vous présente cela comme le projet fou des transhumanistes actuels. Il vous montre le monstre au bout du couloir. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que la biocratie n'est pas une invention de science-fiction. C'est un logiciel qui a plus d'un siècle. Pour comprendre, il faut remonter en 1810 avec les frères Humboldt. D'un côté, il y a Wilhelm. Son idée est noble, l'université doit former des individus libres et autonomes par la connaissance pure. C'est le contrat humboldtien. De l'autre côté, il y a son frère, Alexandre. Lui, c'est le naturaliste. Il conçoit la nature comme un organisme global, ce qu'il appelle la toile de la vie. Pour lui, dans la nature, aucun fait n'est isolé, tout est en interaction. C'est ici que le piège commence à se refermer. On part d'un idéal de liberté individuelle avec Wilhelm, et on finit avec une vision de connexion totale avec Alexandre. Comment la toile de la vie d'Alexandre est-elle devenue la toile d'araignée de la biocratie? Comment l'individu libre est-il devenu une simple variable d'ajustement? Pour le savoir, nous devons traverser l'Atlantique et entrer dans les laboratoires de Harvard au début du XXe siècle. Nous sommes en 1903, à l'université Harvard. Le modèle des frères Humboldt a traversé l'Atlantique, mais il est en train de subir une mutation génétique. Dans l'ombre des bibliothèques, un groupe d'élite se réunit tous les mois. Ils l'appellent le Wicht Club, écrit avec un I, en hommage à leurs racines allemandes, mais l'histoire s'en souviendra comme du Witch Club, le club des sorciers. On y trouve les esprits les plus brillants de l'époque. Walter Cannon, le père de la physiologie moderne. Robert Yerkes, le pionnier des tests de QI. Et Elmer Souttar, un psychiatre obsédé par la biologie sociale. Pour eux, l'intuition d'Alexandre Humboldt, que tout est lié, ne doit plus servir à contempler la nature, mais à la piloter. C'est ici que l'autonomie meurt pour laisser place au contrôle. L'individu libre n'est plus le but de la science. Il devient une variable qu'il faut stabiliser. D'un côté, Walter Cannon étudie comment le corps s'autorégule. Il appelle ça l'homéostasie. C'est brillant, mais ses collègues du club, comme Yerkes et Souttar, vont détourner cette idée. Si le corps se régule, pourquoi ne pas réguler la société tout entière? L'insistance de Humboldt sur la mesure précise devient une obsession de la classification. Yerkes commence à trier les humains avec ses tests de QI, créant une hiérarchie entre les aptes et les inaptes. Souttar, lui, invente le terme de « cacogénie » pour désigner les éléments dégradés de la population. La science passe de l'observation humboldtienne à l'intervention eugéniste. On veut réguler la population comme Cannon régule le sucre dans le sang. Le corps social devient un patient, et les scientifiques du Witch Club deviennent ses médecins traitants. Mais pour que ce contrôle soit total, il manquait une théorie globale. Et c'est Walter Cannon qui va la fournir, en 1933, avec un mot qui va tout changer, la biocratie. En 1933, Walter Cannon publie un article qui va poser la première pierre du monde moderne. Son titre, Biocratie. Sa thèse est simple, mais terrifiante. La société doit être gérée exactement comme un corps biologique. Pour Cannon, une grève, une crise économique ou une opposition politique ne sont pas des expressions de la liberté. Ce sont des maladies du système. La solution? L'homéostasie sociale. Des mécanismes de régulation automatique qui corrigent les comportements humains sans passer par le débat politique. La biocratie est née, c'est le gouvernement par les experts, au nom de la santé du corps social. Mais ce projet n'aurait jamais quitté les laboratoires de Harvard sans un financement colossal. Et c'est là qu'entre en scène la Fondation Rockefeller. Dès la fin des années 1920, la Fondation lance un programme au nom évocateur, la science de l'homme. Son but n'est plus de comprendre l'humain, mais de le reconstruire pour l'adapter au capitalisme industriel. L'historienne Lily Kay nous révèle un secret crucial. Dans son livre de référence, La vision moléculaire de la vie, sorti en 1992, il faut bien lire la page 16. À l'époque, deux visions s'affrontaient. D'un côté, la vision organismique, celle de Cannon et de l'homéostasie, voir la vie comme un tout complexe. De l'autre, la vision moléculaire, réduire la vie à des briques élémentaires, à des gènes, à des données. Pourquoi la Fondation Rockefeller a-t-elle privilégié le moléculaire? Leurs archives sont claires, parce que cette approche est bien plus adaptée à des stratégies de contrôle.
Ils ont délaissé la sagesse de l'organisme pour embrasser une science qui permet une intervention technologique directe. Mais attention, ne croyez pas que l'homéostasie de Cannon a disparu. Elle est devenue aujourd'hui le cadre supérieur du contrôle. Le moléculaire a servi à pirater le code de la vie, mais l'homéostasie, elle, sert à gérer le réseau global. C'est ici que le piège se referme. Aujourd'hui, la biocratie ne se contente plus de manipuler nos gènes. Elle utilise l'homéostasie pour créer un système mondial qui s'autorégule en permanence. C'est la vision de Thomas Berry. Ce n'est plus seulement le corps qui fait la loi, c'est la Terre elle-même. Nous passons du contrôle des cellules au contrôle de la planète. L'ingénierie humaine rencontre l'ingénierie écologique, pour créer une stabilité forcée où toute déviation humaine est vue comme une menace pour l'équilibre du tout. Pour que cette biocratie devienne acceptable, elle avait besoin d'une âme. Au milieu du XXe siècle, le jésuite Teilhard de Chardin va la lui donner. Il reprend l'idée de la « toile de la vie » d'Alexandre Humboldt pour inventer un concept nouveau, la noosphère. C'est l'idée que l'humanité doit converger vers une conscience collective unique. Une « pellicule de pensée » qui enveloppe la planète. Ce qui était une vision spirituelle va devenir un outil juridique implacable. En l'an 2000, cette vision s'incarne dans un texte, la Charte de la Terre. Et son architecte principal n'est autre que Stephen Rockefeller. Stephen Rockefeller n'est pas seulement un héritier. C'est celui qui fusionne tout ce que nous avons vu. Il intègre l'idéal de connexion globale d'Alexandre Humboldt et la vision cosmique de Teilhard de Chardin dans un texte normatif mondial. La charte déclare que la Terre est vivante et qu'elle possède une communauté de vie unique. Sous couvert de protéger la planète, ce texte pose les bases d'une gouvernance supranationale. Pourquoi est-ce le point de bascule ? Parce que la survie de la biosphère devient l'argument ultime pour instaurer une stabilité homéostatique mondiale. Désormais, le climat, la santé, l'information, tout est lié. Si vous perturbez un élément, vous menacez le tout. La biocratie a enfin trouvé sa loi, une constitution éthique, où l'individu doit s'effacer devant les besoins du système immunitaire de la planète. Mais pour que cette biocratie devienne une réalité politique, il fallait un architecte capable de transformer la science en loi. Cet homme, c'est Stephen Rockefeller. Stephen Rockefeller n'est pas seulement un héritier. C'est le grand synthétiseur. Il a compris qu'il y avait une continuité parfaite entre deux visions de la biocratie. D'un côté, la biocratie de Walter Cannon en 1933, une gestion technique de la société basée sur l'homéostasie, où l'expert régule les tensions sociales comme un médecin régule un corps. De l'autre, la biocratie formulée explicitement par le théologien Thomas Berry. Pour Berry, la biocratie n'est plus une option, c'est une nécessité cosmique. Il explique que nous devons passer de la démocratie, le gouvernement des hommes, à la biocratie, le gouvernement de la communauté de vie. Dans cette vision, ce n'est plus la constitution humaine qui fait la loi, mais les besoins de la Terre elle-même. C'est là que Stephen Rockefeller intervient. En tant que rédacteur de la Charte de la Terre, il donne une force juridique à la vision de Berry. Il décrète que la Terre est vivante. Ce n'est pas une métaphore. C'est le passage de la gestion des citoyens à la gestion des flux. Si la Terre est un organisme vivant, alors l'humanité n'est qu'une fonction biologique de ce corps. Et si vous perturbez l'équilibre du tout, le système doit vous rectifier. La biocratie de Cannon fournit l'outil technique de régulation, et la biocratie de Berry fournit la légitimité morale pour l'imposer. C'est ici que l'UNESCO et l'OMS entrent en scène pour administrer cette noosphère. Regardez ce qui s'est passé en 2020 pendant la crise sanitaire. Un manifeste pour une démocratie mondiale surgit. Il réclame que l'OMS puisse s'attaquer aux pays qui ne respectent pas le règlement sanitaire. Pourquoi ? Parce que dans la biocratie de Berry et de Cannon, la désobéissance d'un pays est vue comme une pathologie qui menace la survie du corps planétaire. Parmi les signataires, Noam Chomsky. Oui, c'est l'ironie suprême. Le pionnier de l'analyse de la propagande se retrouve ici en rang serré avec les mondialistes de premier ordre, illustrant la subversion totale d'une certaine gauche par le cosmopolitisme libéral. Le financement ? Toujours les mêmes, le Rockefeller Brothers Fund, la fondation Ford et l'Open Society de Soros. Voilà pour ce voyage dans les coulisses du logiciel qui nous dirige. Si ces infos vous paraissent capitales, ne vous étonnez pas du silence radio, même chez les alternatifs. Entre la complexité du dossier et la dissonance cognitive que provoque le fait de voir ses propres idoles, comme Chomsky, rejoindre la machine, il y a de quoi rester sans voix. Et même un Robert Kennedy Jr., malgré tout son courage pour dénoncer les crimes de Fauci, semble être passé à côté de la racine du mal, cette biocratie qu'il croit moderne, mais qui nous vient tout droit du XIXe siècle. C'est l'humilité de la recherche. Parfois, il faut oser regarder derrière le rideau que même nos guides n'ont pas encore soulevé.
Apparemment, il est plus confortable de dénoncer les effets que de comprendre le système qui les génère. Sur ce, je vous laisse méditer sur votre condition. Cellule du grand tout ou individu libre? On se retrouve à la prochaine émission pour continuer de gratter là où ça dérange. À bientôt.